De notre point de vue, au niveau de la recherche, ce qu'on voit, c'est qu'il faut d'abord regarder qu'est-ce qui est à l'origine du problème. À mon avis, un des éléments, c'est que la population sénégalaise augmente et les ressources naturelles sont finies, c'est-à-dire n'augmentent pas. Ensuite, on voit par exemple aujourd'hui, si vous voyez par exemple l'espace du Sénégal n'a jamais augmenté depuis l'indépendance, alors que la population est passée de 4 millions, aujourd'hui on est à presque 15 millions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une pression qui continue de s'exercer et sur en tout cas le pays, sur des espaces qui étaient dédiés à la culture, qui étaient dédiés au pastoralisme, qui étaient dédiés à autre chose. Et aujourd'hui, quand on regarde la question foncière, il y a plusieurs usages. Nous avons des besoins d'habitat, nous avons des besoins aussi liés à l'exploitation minière, et pétrolière, gazière, qui ont des impacts sur le foncier. Nous avons besoin aujourd'hui par rapport au tourisme. Il y a des espaces qui sont totalement, disons, colonisés par le tourisme. Ça rapporte énormément de ressources au Sénégal. Donc, comment faire l'arbitrage de tous ces usages? Je pense que là, il y a un élément important de décision politique. Deuxième élément, nous avons une loi, disons la loi sur le domaine national, qui date de 1964. En gros, la loi dit qu'on ne doit ni vendre la terre, ni prêter la terre, ni la louer. C'est-à-dire que la terre appartient à la nation, qui est effectivement une notion juridique ou une fiction juridique, comme disent certains. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en même temps, ça préservait au moins les terres dédiées à l'agriculture, parce qu'il y avait des domaines. Le domaine national qui faisait pratiquement plus de 90% au moment de la décision de cette loi sur le domaine national en 1964. Donc l'essentiel des terres du Sénégal relevait du domaine national. Or, sur les questions du domaine national, on disait qu'on ne devait pas vendre, on ne devait pas prêter, on ne devait pas louer. Même si quelqu'un décède dans une famille, le fait qu'il y ait l'héritage n'est pas automatique. C'est-à-dire que jusqu'à 6 mois, il y a une priorité pour sa famille, mais ce n'est pas automatique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est mon père, il est décédé, je reprends les terres. Il faudrait, théoriquement, on aurait dû passer par la commune, aujourd'hui les communes, à l'époque les communautés rurales, pour une nouvelle délibération. Donc c'est dire que c'était vraiment encadré. Et à l'époque, ceux qui avaient fait la loi avaient regardé très loin en se disant il faut qu'on préserve le producteur même de sa propre terre. Si tu ne peux pas vendre, ça veut dire que même si tu es très pauvre, tu ne peux pas aliéner la terre. Ça veut dire que la terre reste pour des générations, la terre reste pour la famille, etc. C'est vraiment un outil de production, mais aussi c'est un outil de vie. Vous savez, aujourd'hui, dans certaines zones du Sénégal, s'il y a des tensions, le plus souvent, pratiquement, on dit que plus de 70% des conflits qui atterrissent au niveau des tribunaux relèvent pratiquement dans des zones comme Bour, par exemple, relèvent des questions foncières. Donc c'est dire que la question foncière, elle est essentielle. Certains parlent de bombe à retardement, d'autres disent qu'on doit vraiment surveiller la question de la gouvernance foncière, des ressources naturelles de façon générale. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est qu'il faut qu'on soit très réaliste. Réaliste, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, l'essentiel de la production agricole du Sénégal provient des Niayes. Près de 80%, tout ce qui est horticulture, disons donc maraîchage et arboriculture, provient des Niayes. Aujourd'hui, que la zone des Niayes est fortement menacée par l'habitat, parce que tous les Sénégalais veulent habiter dans les Niayes. Le problème, ça veut dire dans Dakar, disons, dans la presqu'île Dakar. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour changer la perspective? C'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été faits, on parle de décentralisation, on parle plus d'acte 3 de la décentralisation, la régionalisation, comment remettre des pôles qui soient économiques et viables pour permettre à ce que l'activité économique puisse aussi se redéployer dans des régions, pour que ces jeunes, pour que ces populations, tout le monde ne dise pas qu'il faut tous aller à Dakar. C'est pas possible, on ne peut pas tous vivre à Dakar. Et ça, c'est un des problèmes principaux du Sénégal. Mais je pense qu'il y a quand même quelques mesures, même si c'est un peu tardif. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il n'y a plus la zone des Niayes qui était une des zones les plus propices à la production horticole. Pratiquement, cette zone, elle a disparu. Et comment aujourd'hui faire pour que ce qui en reste, on préserve? C'est justement l'esprit un peu de ces dernières déclarations politiques, du genre, comment préserver ce qui reste de la zone des Niayes. Alors, comment on sort de ça? Effectivement, c'est des problèmes réels. Et je pense que c'est une question profonde, dans la mesure où ce n'est pas seulement politique. Parce que parfois, qui distribue les terres? C'est parfois les élus. Or, les élus relèvent d'une commune. Et cette commune, elle a la possibilité, à la prochaine élection, de changer ceux qui n'ont pas été capables de gérer de façon durable, de protéger les populations, pour garder les ressources, etc. Donc c'est autant de questions qui reposent même la question de la démocratie locale, qui reposent la question de quel élu à quel poste. Donc du coup, ça nous amène à simplement nous interroger sur les agressions liées au changement climatique. La terre va continuer encore à perdre sa valeur et à se rétrécir, plus bien sûr l'augmentation de la population, etc. Donc avec ces enjeux et ces défis qui se pointent, je pense que non. Définitivement non.
parce que je pense qu'on aurait pu faire comme certains pays. Par exemple, en Suisse, vous allez voir des terres. Vous ne pouvez pas faire changer cette terre de vocation, de ne pas faire passer la terre de l'agriculture à l'habitat. On va vous taxer des sommes faramineuses. C'est-à-dire qu'après, ça vous dissuade. Or, on n'a rien fait de tel. C'est-à-dire aujourd'hui, celui qui a son champ, il voit la ville venir, il sait qu'il peut avoir 2 millions, il brade ça à 2 millions. Mais le même champ, après, va coûter peut-être 100 millions plus tard. Donc, c'est autant d'enjeux. C'est-à-dire ceux qui ont compris depuis d'ailleurs quarantaine ou cinquantaine d'années, je pense que c'est un processus de fragilisation de l'espace que nous avons, particulièrement dans les zones où le climat est favorable, où il y a l'eau qui est disponible, etc. C'est valable aussi pour la vallée du fleuve Sénégal, c'est valable pour certaines vallées. Fondamentalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous pensons qu'il faudrait d'abord, il y a eu beaucoup de tentatives de réforme foncière. Depuis 1996, avec le président Abdou Diouf, il y avait le plan d'action foncier en 1996. Ensuite, à partir de 2000, bien sûr que le processus était assez avancé, avec les élus locaux à l'époque, la PCR, le CNCR, ils ont fait des réflexions et ils ont fait des propositions. Et il y avait à peu près 3 options dans ce document. On parlait de l'option mixte, l'option libérale et le statu quo. Est-ce qu'on doit garder la loi sur le domaine national qui, malgré tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui, les difficultés, les lourdeurs par rapport à l'investissement, par rapport à la question même de sécurisation foncière, particulièrement de certains groupes, on se rend compte que cette loi, elle a quand même préservé la paix au Sénégal. Contrairement à certains pays, on a vu dans d'autres pays où très rapidement ils sont allés à l'immatriculation, Libéria, etc., où la moitié du pays aujourd'hui appartient à des privés. Or, la loi sur le domaine national a préservé, disons, le foncier, en tout cas a préservé ce patrimoine foncier. Et je pense que ça a été un élément positif. Maintenant, elle est lourde. C'est une loi qui ne permet pas vraiment de progresser dans certains aspects. Par exemple, quand on vous dit qu'on ne doit pas vendre la terre, à un moment, si par exemple vous devez acheter parce que vous voulez agrandir votre exploitation, vous ne pouvez pas. Parce que vous avez des moyens dans le village, vous pensez que votre fils est émigré ou que vous-même vous avez quelques ressources, vous voulez investir, vous croyez à l'agriculture, vous ne pouvez pas acheter. Donc on vous dissuade. Donc bien que ça soit bien, fondamentalement une bonne chose de préserver contre les accapareurs de terre, mais en même temps, elle n'est pas suffisamment ouverte pour permettre d'investir et puis d'agrandir par exemple des exploitations. Donc c'est un couteau à double tranchant. La question de fond, c'est de dire comment adapter ces lois. Et donc des tentatives à partir de 2000, il y a eu le président Wade qui a lancé ce qu'on appelle la LOA. LOA, c'est la loi d'orientation agricole, ensuite qui est devenue LOASP en 2004. Et cette loi avait prévu qu'en 2006, on allait avoir une réforme foncière, en 2006. Immédiatement, quand ils l'ont dit pour 2006, en 2005 déjà, ils avaient mis en place une commission à la présidence qui s'occupait de la réforme foncière. Et ça n'a pas abouti. Parce que pendant que vous êtes en train de dire aux autres, nous allons faire une réforme foncière, on va réfléchir ensemble, vous mettez une petite commission dont personne ne connaît l'existence, et finalement c'est dire simplement qu'entre les paroles politiques et publiques et la réalité des choses, vraiment il y a hiatus. Alors juste effectivement, quand je suis passé de 2005, très rapidement on peut aller à 2012 avec l'arrivée du président Macky Sall, ce qu'on se rend compte après le président Wade, on se rend compte tout de suite qu'il y a eu un effort de mettre en place une commission qui doit être inclusive, etc. Bien qu'il y avait eu des commissions antérieurement, je dis depuis 20 ans. Cette commission, bon, il y a eu 2 phases, effectivement, phase Doudou Ndoye, où c'était, pour rester un peu dans les termes actuels, c'est du fast track. Il était là, il dit ok, je vous fais la réforme en une année, ce qui est totalement impossible. Quand on sait que les réformes les plus importantes en Europe ont pris parfois un siècle, ont pris plusieurs années, mais avec des précautions d'usage. Et là, on dit qu'on le fait en un an, ce qui n'était pas possible. Et ensuite, ce n'était pas inclusif. Il n'avait pas impliqué les populations, notamment le CNCR, les autres acteurs de la société civile. Ensuite, effectivement, avec l'arrivée du président Souran, nous-mêmes, on a été cooptés dans ce comité. Il y avait une dizaine de personnes. J'étais membre. Ensuite, j'en ai démissionné pour des raisons très personnelles parce que j'estimais que cette commission, elle n'allait pas vers une réforme réelle. Parce qu'on ne s'était pas donné la possibilité. On s'est beaucoup concerté, mais on n'a pas dialogué. À mon avis, il faut prendre des options. Est-ce que l'option du Sénégal, c'est de nourrir les Sénégalais, de créer des emplois et de gérer durablement les ressources naturelles? Si tel est le cas, vous ne pouvez pas être dans l'optique de donner plus de place à l'investissement privé, surtout quand il est étranger, parce que c'est une forme d'aliénation du patrimoine national. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé avec les accaparements de terre, vous avez vu le cas de Fanaï et d'autres cas qui sont passés avec Mordom, nous avons même fait des études là-dessus pour montrer que ce qui s'est passé réellement, c'est que on a plus, disons, politisé des processus qui étaient des processus économiques. Un investisseur qui vient, qui voudrait s'installer, quelles sont les conditions de son installation? Pour quelles raisons il n'accepterait pas que les populations soient aussi actionnaires
dans l'entreprise qu'ils vont créer, de telle sorte que les répercussions ou le produit qui sera tiré de l'exploitation de la seule ressource qu'ont souvent ces populations, qui est la terre, puisse aussi avoir un impact positif sur la vie locale. Je pense que ça, c'est un élément qui n'a pas souvent été très bien compris parce que les investisseurs, ils sont pressés, ils veulent faire tout de suite avoir retour sur investissement et puis convertir même leurs gains sur autre chose s'ils veulent. À mon avis, je disais tout à l'heure, on n'a pas dialogué parce que dès le début, on voyait par exemple que les autorités politiques n'étaient pas d'accord avec l'option qui avait l'air, en tout cas, d'être choisie. Qui était un peu, à un moment, on parlait de confier par exemple la gestion des terres aux collectivités territoriales plutôt que ce soit une gestion par l'État, par exemple. Parce que, je me rappelle, on a accompagné l'Académie des sciences en 2016, fin 2015, et on avait, et ce jour-là, le président de la République qui présidait l'Académie des sciences a dit clairement, j'ai le document de politique foncière sur ma table et j'ai mis au rouge le fait que je n'accepterai jamais de confier la terre aux élus. Parce qu'on se rend compte que quand c'est eux qui décident de la gestion de la terre, ça c'est déjà actuel, mais quand c'est eux qui décident de l'allocation sans qu'on mette un peu, disons, des garde-fous, ce qui se passe, c'est qu'ils risquent de brader des terres. Même si on sait que où j'ai parlé avec les populations, où on a recueilli leurs propositions, sur quoi ils ne sont pas d'accord, quels sont leurs, en tout cas là où ils ont peur, etc. Et tous ces éléments ont été remontés dans les 14 régions du Sénégal pour faire l'objet d'une synthèse. Et de mon point de vue, un élément par exemple de divergence a été, on n'a jamais restitué cela. Si on va en Casamance, on travaille avec les Casamancés, ils ont dit voilà nous ce qu'on voudrait dans la réforme. Le minimum à mon avis d'un processus interactif, c'est de revenir dire ok finalement telle option n'a pas été retenue parce que quand on a mis, comme c'est une loi générale, qui doit s'appliquer à l'ensemble du pays. Voilà ce qui a été retenu, voilà ce qui n'a pas été retenu. Voilà aussi les mesures, en tout cas, qui pourraient accompagner, transitoires, pour vous permettre de sécuriser vos terres, etc. Donc, malheureusement, il n'y a pas eu aussi ce retour. Le troisième élément dans les divergences, et je termine là-dessus, c'est que je trouve que on a plus parachuté la façon de faire. Parce que, par exemple, la plupart des expériences qu'on a visitées, c'était à Madagascar, c'était ailleurs, alors que moi, je me suis toujours battu pour qu'on aille voir ce qui se passe au Burkina, au Mali, qui sont plus proches de nos réalités, etc. Donc, il y avait un certain nombre de divergences. Mais bon, pour aller maintenant, pourquoi le document n'est pas appliqué? Pour moi, si, par exemple, quand le président a donné l'alerte en 2015-2016, à mon avis, la commission aurait pu se réajuster, en essayant maintenant de mettre en débat cette position. Et comme ça, publiquement, les Sénégalais allaient trancher le débat en disant oui, nous, effectivement, on préférait que l'État, qui est impersonnel, qui est là pour tout le monde, gère nos terres. Ou en tout cas, décide de comment on doit gérer nos terres avec des arbitrages, parce que dans certains pays, il y a ce qu'on appelle des quotas. Enfin, il y a un niveau, un seuil. Quand vous l'atteignez, vous êtes obligé de passer à une échelle supérieure ou à un échelon supérieur. Si par exemple, vous voulez que de 10 hectares, c'est peut-être le maire qui va le décider. Si vous voulez 30 hectares, c'est peut-être qu'il faut aller chez le préfet. Si vous voulez 50 hectares, il faut aller chez le gouverneur. Si vous voulez plus de 100 hectares, il faut carrément que ça aille au niveau du Conseil des ministres. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas brader. Ça veut dire que ce n'est pas parce que moi je suis un élu que je me permets de donner 20 000 hectares. Les Sénégalais ne se rendent pas compte de ce qu'est un hectare. Parce que quand on dit 20 000 hectares, c'est quand même énorme. Comment je sécurise le patrimoine, mais à quelle fin? Je sécurise ce patrimoine parce que j'aurai des jeunes qui ne vont pas faire que de la production, mais qui veulent avoir des emplois en milieu rural. Comment je vais faire? Ils ne doivent pas être que des ouvriers agricoles. Par contre, ils peuvent même être entrepreneurs, changer la façon de voir l'agriculture. Comme vous dites, il y a des productions. Les gens font énormément d'efforts, mais qui pourrissent. Donc, on a presque, au niveau de l'Afrique, et particulièrement au Sénégal, on a plus de 25% des pertes post-récolte. Quand on produit, rien que quand on a tout, avec toutes les difficultés, dès qu'on a la production, avant d'arriver chez le consommateur, on a perdu 30% de ce qu'on a produit. Mais comment faire pour diminuer cela déjà? La recherche a des propositions, l'État, rien que sur un certain nombre de traitements phytosanitaires, rien que sur un certain nombre de magasins de stockage, peut-être il y a des produits qui risquent de pourrir. Comment faire pour améliorer les routes? Je crois qu'il y a un effort qui est fait quand même en termes d'infrastructure, mais comment encore rendre ça beaucoup plus massif? Sur l'énergie, comment transformer sur place, au lieu de vendre tout simplement. Quand on exporte notre production, on exporte aussi les emplois. Je crois que globalement, le fait déjà d'avoir eu un document de politique sur le long terme,
par exemple le PSE, est une bonne chose. Parce qu'on n'en avait pas. En termes de planification, on avait arrêté d'en faire. Et je crois que ça, c'est déjà revenir sur vraiment des normes qui me paraissent être tout à fait acceptables. Mais le problème que ça pose, c'est que les questions que vous posez, qui sont des questions réelles, c'est que les spécificités locales dictent d'autres comportements, d'autres stratégies. On est resté sur des stratégies de genre autosuffisance en riz. On est resté dans des problématiques où on s'est enfermé dans les statistiques en disant « ouais, on a atteint un nombre de tonnes, etc. » Pour moi, c'est un faux débat. Le vrai débat, il est sur le fait que le Sénégal a fait des progrès sur beaucoup d'aspects, même si les demandes, les préoccupations sont extrêmement importantes. J'explique. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a 269 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi au Sénégal. Par rapport à ces 200 000, l'offre ne dépasse pas 10% de l'offre formelle. Après, le reste, c'est l'informel. Mais comment arriver aujourd'hui, comme vous dites, à mieux structurer ce côté informel? Il y a des tentatives. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait juste quand on dit on crée des emplois, on met des fermes. Je n'ai rien contre les fermes, mais on se rend compte que parfois, au début, on s'est d'ailleurs planté. Au début, on prenait parfois des gens qui venaient de Dakar, d'ailleurs, qui sont des étudiants, des élèves. On pense qu'en insérant ces jeunes, on règle le problème. Alors qu'ils sont minimes par rapport au nombre de jeunes qui ne sont pas arrivés à ce niveau de scolarité, mais qui sont aussi compétents, parfois même qui sont plus ingénieurs, qui sont des enfants de paysans, d'éleveurs, etc., qui peuvent être encadrés, qui peuvent être formés. Et je crois que j'ai beaucoup aimé ces derniers discours quand on parle, par exemple, de techniciens intermédiaires, qu'on n'a plus. Soit on forme des chercheurs qui ont des doctorats, ou on a des gens qui n'ont pas été formés. Et donc, alors que la majorité, elle est entre les deux. Comment faire? Bon, heureusement, aujourd'hui, on a lancé les ISEP, les lycées techniques, parce que pour moi, c'est ça la solution. Et je crois que ça, c'est aussi un changement de comportement, mais un changement citoyen. Et je crois que les médias que vous êtes, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui peuvent aider à changer ce mental, pour s'assurer qu'on peut gagner là, on peut vivre ici, et vraiment être, parfois, moi j'ai vu des jeunes, aujourd'hui, quand on a fait des études, on a montré que là où l'État a plus investi, les jeunes ont tendance à aller là-bas parce qu'ils trouvent de l'emploi et ils préfèrent aller là-bas que d'aller à Dakar. Par exemple, on a vu dans les Niayes, on a vu dans le Delta, dans certaines zones comme Bundoum, à la période de récolte, vous avez la population habituelle est doublée, parfois même triplée par... Exactement. Alors que tu n'as aucune politique d'accompagnement de cette dynamique migratoire interne. On va parler des jeunes migrants qui vont sur l'international, alors qu'ils sont epsilon. Que, comme je le dis dans des forats internationaux, c'est qu'aujourd'hui c'est les questions de migration. Mais elle est interne, elle est africaine d'abord. On vient de lancer un programme d'ailleurs en Afrique de l'Ouest, Sierra Leone, Guinée, Niger et Sénégal, pour voir d'abord les dynamiques migratoires internes. Sur 10 personnes qui quittent le pays, les pays Afrique de l'Ouest, les 7 restent sur le continent. Il n'y a que 3 qui vont hors du continent. Et parmi les 3, il n'y a que 2 qui vont en Europe. Et ça, c'est établi aujourd'hui scientifiquement. Donc, comment, à partir des évidences scientifiques, on peut changer les politiques publiques? Au lieu de se focaliser sur le peu de jeunes qui tentent... Bon, c'est un problème. Moi, je serais pour qu'on ait ces types de questions, qu'on les aborde, qu'on regarde quelle est la situation aujourd'hui de la migration interne. Qu'est-ce que représente cette migration interne par rapport à la migration intra-africaine? Que représentent ces deux formes de migration par rapport à la migration internationale? C'est pourquoi même on parle de mobilité interne. La question de fond, pour moi, si on arrive à la résoudre, ça veut dire qu'aujourd'hui, et nous, nos études l'ont montré, on a montré que plus l'État investit en maîtrisant l'eau, en créant des conditions de production, et justement les Niayes étaient un exemple à suivre, malheureusement avec la disparition progressive des Niayes et programmée, je crains qu'on risque les jeunes qui venaient du Baol, qui venaient parfois même des jeunes qui venaient de très loin, qui venaient de la sous-région, de Guinée-Bissau, de Sierra Leone, etc., qui venaient dans les Niayes pour travailler, parce que tu gagnais de l'argent. Et les jeunes qui venaient à Dakar pour faire des banabana, et on a comparé, on a fait des études aussi à Dakar pour montrer pourquoi ils ne se redéploieraient pas par exemple dans des zones où, et d'abord ils sont de culture agricole souvent, parce que quand ils quittent leur village, même au Fouta ou ailleurs, ils étaient d'abord des agriculteurs ou des éleveurs. Donc le fait qu'ils aillent être plus commerçants, ça veut dire qu'ils ont raté quelque chose qu'ils auraient pu même continuer à faire. Mais je pense que les deux peuvent aller ensemble. Mais ce qui me paraît fondamental aujourd'hui, c'est de re-questionner tout ça, nos modèles de développement. Mais ce qui empêche de faire, de notre point de vue, en tout cas du point de vue de recherche, peut-être on est un peu jaloux de notre domaine, mais on se dit que, parce que les autres n'utilisent pas les résultats de recherche, comment faire aujourd'hui pour qu'avec les décideurs politiques, c'est pour ça qu'on a créé IPAR, trouver des espaces où on réfléchit ensemble sur les problèmes structurels. Quand on dit transformation structurelle de l'économie, ce n'est pas une mince affaire.
ça veut dire qu'il faut même qu'on transforme les structures de notre économie. Et pour les transformer, il faudrait, comme vous disiez tout à l'heure, trouver que les jeunes filles qui sortent des écoles, comment tout de suite elles peuvent être formées à être dans la transformation, dans certains métiers. Donc la question de fond, c'est pas seulement dire automatiquement il faut que la femme accède à la terre. Rien n'empêche les femmes d'accéder. Maintenant, comment arriver que les femmes qui veulent accéder à la terre pour travailler, pour produire, pour transformer, comment ces femmes peuvent être privilégiées? Comment faire pour qu'elles puissent accéder facilement? Et pour ce faire, le plus souvent, c'est vrai qu'il y a un problème d'accès, mais c'est plus un problème de contrôle. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des femmes accèdent. Le problème d'accès est relativement réglé. Parce que tu peux accéder en tant qu'épouse, tu peux accéder en tant que sœur, etc., etc. Par contre, le contrôle pose problème. Ce que j'appelle le contrôle, c'est si j'accède, il faudrait que si je veux aller aussi à la banque, emprunter, je puisse dire que ça c'est ma terre, ou en tout cas j'ai des garanties, comme l'homme le fait. Parce que souvent, dans certaines zones, les hommes peuvent le faire. Par contre, les femmes ont du mal à avoir un accès, être entre guillemets propriétaire, quand on sait qu'on ne peut pas être propriétaire sur le domaine national, en tout cas théoriquement. Mais on sait que dans la pratique, les gens vendent, louent, prêtent, etc. Donc ça, c'est pas ça le problème qui bloque. Deuxième élément qui bloque, à mon avis, par rapport aux femmes, c'est que on ne se rend pas compte que les femmes n'ont pas forcément besoin de produire. Parce que souvent, même les jeunes, c'est ça leur problème. On n'est pas obligé seulement. C'est vrai que ça demande une force physique. Les jeunes, ils sont doués intellectuellement, surtout avec les TIC aujourd'hui. Disons tout ce qui est TIC, pardon. Je pense qu'on peut leur trouver des métiers qui soient valorisants par rapport à ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils savent faire. Aujourd'hui, on a besoin, comment faire pour que les jeunes qui sont doués en informatique puissent trouver des logiciels qui permettent de connaître à temps réel la production qui existe, la possibilité de transformer, etc. Donc, je pense qu'on peut utiliser leur ingéniosité. Ce n'est pas seulement dire qu'ils deviennent agriculteurs, ils doivent venir là et tirer. Quand on voit ce que nos parents font avec le matériel qu'il y a, ce n'est pas valorisant pour dire un jeune va faire cela. Par contre, il y a énormément de métiers autour de l'agriculture. Mais ça suppose que nous ayons la politique de transformation de nos produits locaux. Mais ça suppose aussi que le marché drive, si vous voulez, pilote la production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, on doit, nous, les consommateurs, par exemple, aujourd'hui, vous allez au marché de Diaoubé, l'essentiel de la production vient de la Guinée, de la Guinée-Bissau, même parfois de la Mauritanie, du Mali, etc. Et on a des marchés comme Touba qui attirent, etc. Donc tout ça, c'est des opportunités. Bon, il y a des tentatives, un peu de valorisation de tout cela. Mais comment aller plus loin? Aller plus loin, aujourd'hui, c'est vraiment de transformer même nos agriculteurs, peut-être en coopératives, qui soient plus orientés vers l'économique, mais tout en gardant le social, parce qu'ils ont des rôles de société, pour faciliter aussi le travail de la société. Mais en même temps, je pense que ça permettrait de relier justement avec des routes, avec des infrastructures qui permettent justement, avec le pont aujourd'hui de Casamance, je crois que sur la Gambie, c'est aussi une façon de rapprocher les populations, etc. Mais comment tout ça on peut l'exploiter de façon durable? Et je disais souvent que quand on voit l'autoroute Ila-Touba, ça prolonge jusqu'à Matam, ça veut dire que les productions qui sont vers Matam qui pouvaient pourrir peuvent arriver sur le marché de Touba, qui est quand même un marché extrêmement important, etc. Mais tout ça, ça se réfléchit. Mais ça se réfléchit sur les 10 ans à venir. Et comment aujourd'hui nos politiques publiques doivent aider à mettre les gens au travail dans cette optique? Je crois que le cadre existe avec le PSE, mais la mise en œuvre nécessite effectivement un travail en profondeur pour que chacun y mette du sien. Pour terminer sur les femmes, je dirais simplement qu'aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits, même si ce n'est pas encore suffisant. Par exemple, au niveau de la Seine, dans les zones de la Seine, chaque aménagement public de l'État, il est accordé 10% pour les femmes. Et les jeunes. Donc ça veut dire que progressivement, il y a des lois, il y a des mécanismes qui peuvent effectivement faciliter, mais l'accès sécurisé des femmes à la terre pour que cette production, mais aussi surtout les autres formes, dans les autres secteurs, que les femmes puissent être présentes et ça sera que bénéfique pour la société sénégalaise.